Florian, avant cette interview, je ne le connaissais pas. Merci donc à toi, Florian, d'avoir bien voulu me répondre. Merci à toi, Vincent de BlackRock, de me l'avoir présenté via Facebook. Et merci donc à vous tous d'écouter cette interview de Florian, un des cofondateurs de la maison d'édition Grrr Game. Et on va savoir pourquoi ça s'appelle Grrr. Bonjour Florian. Voilà, donc Bonjour. je viens de vous appeler. On est dans une conversation dans les conditions du direct, donc ça va être transmis. Donc je me présente, je suis Christophe. Donc vous êtes Florian et vous Ouais. êtes le créateur d'une maison d'édition qui s'appelle alors comment on dit? On dit Greux Games. Greux Games. Greux, Greux Games, ouais. Et donc en fait, je suis cofondateur en fait avec Céline, ma femme, de cette maison d'édition. D'accord. Et Greux, ça vient d'où? À cause du film? Ah non, 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 non. Greux, ça vient de plein de choses en fait. Ça vient du fait qu'on nous vienne de Grenoble et que les Grenoblois appellent la ville Greux. Ça vient de notre nom de famille aussi qui commence par ces trois lettres. Ça vient de surnoms que j'avais. Ça vient de c'est vraiment plein de choses qui sont quand on cherchait le nom, il y a plein de choses qui sont mises en place et ça a mené à ça en fait. C'est des recherches qu'on met à ça. Voilà. D'accord. Euh, Ça fait combien de temps que ça existe, Greux Game, en fait? Greux Games, on l'a fondé en 2020, du coup, c'était en 2018, la Que maison deux d'édition. ans. Déjà, il y a Ouais. déjà au moins 4 jeux de sortie, j'en connais 4. On en a 5 de 5. sorties. D'accord. C'est Alors, lesquels non, alors, du coup? 4, pardon, attendez, Là, 4, 4 jeux de on va sortie. faire la liste, hein, du coup, ça sera Ouais. beaucoup plus simple. C'est lequel le premier? Le premier, c'est Dany. Dany, Dany en d'accord. février 2019. Dany. Il y a Dany, après ça doit être Octorage ou c'est Pussycat? Après, c'est Super Cats début Supercat, juin. Pussycat, Ouais. n'importe quoi, moi. Ouais. Pussycat Kill Kill. C'est gros film, ça aussi. Donc Super Cats début juin, on a Octorage, c'est début juillet 2019. Et effectivement, ouais, après on a Nidavellir en janvier 2020. Donc D'accord, 4 donc jeux, pardon. ouais, ça fait bien 4 jeux. Et alors, et pourquoi on reviendra sur chacun des jeux après. Mais pourquoi avoir fait une maison d'édition? Vous trouviez pas, enfin, tu trouvais pas qu'il y avait assez de jeux comme ça dans. Pourquoi t'en as fait une? Si, mais le truc c'est que tu te dis, en fait, on s'est pas posé la question. C'est qu'il y avait beaucoup de jeux, il y a une grosse offre au niveau du jeu en France, mais à un moment on a envie de s'amuser en fait et de se faire plaisir et on est arrivé à un moment en fait où on cherchait, on a échangé. En fait, ma femme changeait de profession, moi je voulais changer aussi, il y a des choses qui allaient pas. Du coup, on a démissionné et on s'est dit bon, on va se lancer dans la maison d'édition parce que ça nous plaît, on a des connaissances dans le domaine. Euh, Moi, il faut savoir que bah, depuis 2005, je me suis vraiment mis à jouer beaucoup Ouais. et Je vois ta ludothèque là derrière, c'est vrai, t'en as pas mal des jeux. ouais, et c'est petit. Hein, là, on en a vraiment qu'une petite partie. Euh, Et en fait, le truc, c'est que on s'est dit, voilà, on veut juste se faire plaisir et qu'on avait des choses à apporter, des visions peut-être différentes de ce qui était actuellement en place dans les rayons. Et on s'est dit en fait, on a regardé un peu ce qui se faisait, on a vu une grande ligne directrice et on s'est dit, bah, nous, on va se mettre un peu à côté. Et en D'accord. fait, on pense qu'en se mettant à côté comme ça, et ben, on va arriver à attirer justement l'attention des joueurs, des joueuses, des ludicaires et que ça pouvait marcher. Et voilà. Mais du coup, je t'ai entendu dire que tu avais démissionné ou que ta femme avait démissionné. Maintenant vous en vivez de votre maison d'édition ou vous avez un autre boulot à côté? Non, on n'en vit pas du tout en fait. Ouais, c'est parce que 4 jeux Alors, en vivre, il faudrait vraiment que. ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que on n'en vit pas du tout. Moi, moi, en fait, j'ai démissionné, j'ai changé de travail, mais en fait, je garde un travail qui permet qu'on puisse vivre tranquillement. Je suis à mi-temps, je suis un gros mi-temps. Et par contre, Céline est à fond sur la maison de société, sur l'édition de société. Alors, je suis désolé, j'ai un Skype qui est ouvert et il y a quelqu'un qui fait qu'envoyer des messages et j'arrive pas à l'enlever. Et je sais pas si ça fait du bruit ou pas. Non, ça fait pas de bruit, t'inquiète. Ça marche. Donc voilà. Donc voilà. D'accord, donc toi, vous réussissez à. Vous dégagez un peu de sous ou pas avec quand même? Vous Avec arrivez. non, 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 pour l'instant, non. Alors non, ça a bien marché pour nous, heureusement. Ça fait que Céline devrait pouvoir commencer à avoir un petit bout de salaire à partir de d'août. D'accord. Ça En fait fait, voilà, moi ce que deux j'ai ans fait, et c'est demi, que moi, 3 ans après, on commence seulement à pouvoir redégager un peu de salaire de. ouais, Ouais.
Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, Céline est au chômage. Moi, j'ai attaqué direct un boulot qui était dans mes cordes, du coup, voilà. Euh, mais donc, ça fait que son chômage arrive fin août à échéance. Donc, elle s'est D'accord. mise en création d'entreprise. Ouais, Donc, et comme là, moi en pour ma fait, grâce boutique, à en nous, fait. Comme moi pour ma ouais. boutique. Donc voilà. Et- Pôle emploi, c'est quand même le plus gros business angel de France. ouais, ouais, c'est Mais ça, vraiment pour cool. ça, c'est bien. Pour ça, c'est bien, je trouve. Oui, Ça nous ouais, tout permet à fait. de pouvoir créer, de pouvoir monter des structures assez solides pour pouvoir en vivre Ouais. après, peut-être. Et donc, en août, son chômage s'arrête. Elle va pouvoir, du coup, se dégager un petit salaire. Ce qui est bien aussi, c'est que nous, direct, enfin, Céline a fait. Elle est passée, elle en parlera mieux que moi, enfin, mais c'est le projet Gaïa, c'était à Grenoble, c'est des entreprendre ensemble, je crois, des choses comme ça, c'est des associations qui permettent de vous y allez, vous présentez votre projet, ensuite vous passez devant des patrons de boîtes, etc. Et en fait, ils valident votre business plan et derrière ils vous accordent, enfin ils vous donnent un petit emprunt et en gros ils valident votre business, ça fait que les banques derrière font des Ouais. emprunts à taux zéro, quoi. Ouais, Voilà. ça, dans toutes les régions, en fait, t'as ça. C'est des prêts Oui, sur tout à fait, tout à l'honneur fait. qui sont Ouais. accordés et tout ça. Mais du coup, c'était assez bien qu'on puisse faire ça. Comme ça, on a on a l'emprunt là, qui nous a permis de nous lancer, d'être tranquille et pas d'être forcément avec notre argent, l'argent qu'on a mis de côté. On n'a pas de caution non plus. Donc, si la boîte se coule, eh ben, on n'a pas on perd pas la maison, on perd rien, quoi. Ouais. C'est Donc, toujours, c'est déjà, non, mais c'est c'est déjà bien. C'est sécurisant, en c'est fait. une sécurité de se dire qu'en fait, on peut se lancer, faire ce qu'on a envie, sans se prendre la tête, sans se dire qu'il faut qu'on rentre forcément dans les normes pour qu'il y ait un succès et enfin, au moins, on se dit, on Ouais. tente comme on a envie de tenter, on fait ce qu'on a envie de faire et on voit si ça marche ou pas. D'accord. Donc, du coup, on va en venir un peu sur les jeux en tant que tels. Donc, Mm. il y a Dany. Dany, pour moi, ça a été un gros coup de cœur, surtout que j'ai un de mes joueurs qui s'appelle Dany et que j'aime bien charrier de temps en temps et qu'il n'est pas tout seul dans sa tête, certains diront. Donc, ça allait parfaitement, hein, le système de jeu. C'est vous qui l'avez créé, le jeu, ou il est venu de quelqu'un? Non, 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 le jeu c'est un jeu de Phil Viscaro et Antoine Baillargeau, donc c'est des Nantais. Phil, c'est plutôt le créatif au niveau mécanique et Antoine, c'est l'illustrateur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Phil avait vu les illustrations d'Antoine Baillargeau, avait trouvé ça fabuleux et a commencé à développer un jeu autour. Puis ils ont sympathisé, etc. Et en fait, après, Phil démarchait les éditeurs avec ce jeu qui était déjà illustré. Les règles n'étaient pas tout à fait identiques, mais étaient déjà illustrées. Tu les connaissais Et déjà, Phil et non, Antoine? absolument pas. J'ai découvert ça sur Internet en cherchant en fait un jeu qui pouvait aller à pouvait correspondre à ce qu'on voulait faire en fait. Et quand j'ai trouvé ce jeu, je me suis dit ah c'est fou, ça correspondait vraiment au niveau artistique, au niveau de la démarche de création. C'était vraiment ce qu'on voulait mettre en avant par nos jeux. Donc en fait, j'ai démarché en fait, je l'ai appelé, on a pris rendez-vous et on s'est vu à Paris Ludique 2018. D'accord. Et donc, du coup, tu y arrives, tu lui amènes un contrat. Non, j'amène pas de contrat. Je le rencontre une première fois, on discute ensemble. Je lui explique, voilà, enfin, d'abord il me présente son jeu. Le jeu correspondait bien à ce que j'avais en tête, etc. Et donc je lui dis, bah ok, c'est parti. Moi, si t'es ok, on pourrait travailler ensemble. Et je lui explique comment on va travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on, nous, on va apporter en tant qu'éditeur, ce qu'on va modifier, ce qu'on va pas modifier. Et en fait, ça le séduit. Il se dit, tiens, il a eu plein de contacts avec plein d'éditeurs. Il en avait encore dans la journée d'ailleurs. Il me dit, bah écoute, ça me plaît ce que tu me racontes, mais d'abord je veux voir d'autres éditeurs et puis on voit. Je lui dis, il n'y a aucun problème. Et en fait, derrière, il rencontre d'autres éditeurs et le soir, en fait, il vient me voir en me disant, bah écoute, c'est avec toi que j'ai le plus accroché, c'est avec toi que ce que tu m'as dit, ça me plaisait le mieux parce que tu vas pas modifier les illustrations, parce que souvent les gens voulaient modifier les illustrations, etc. Donc finalement, on signe le Bah, jeu dans le mois qui vient, enfin oui, le surtout temps que le qu'on jeu fasse. était venu d'abord des illustrations, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça lui a plu. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, donc tu le rencontres, donc on se rend compte que créer un jeu, c'est un peu une rencontre d'hommes en fait. Enfin, quand je dis d'hommes, Mm. d'hommes ou femmes, hein, Oui, c'est oui. pas Ouais, tout à fait. Ouais. d'accord. Et donc comme ça sort une idée. Il y a un truc que je me suis toujours posé comme question. Tu sais, il y a Charles Chevalier qui était venu un peu dans ma boutique et tout ça. Il me disait en gros, ben, un auteur, quand ça arrive à se faire 50 centimes ou 1 euro par jeu, c'est déjà pas mal. Et du coup, euh, vous avez trouvé un système de rémunération sympa avec lui. C'est ce qui vous a fait y aller ou c'est Faut pas croire on peut faire plus en fait. Ce qu'il y a, c'est que nous, on essaye. Au niveau du pourcentage, on est comme tout le monde. C'est-à-dire que d'accord. un auteur qui signe avec nous, il a entre 8 et 10% en chiffre d'affaires, au niveau chiffre d'affaires. Ça dépend si D'accord. on prend après
prix de vente, ou hors on est à taxe, 4% à peu près. ouais. Mais bon, voilà. En tout cas, on fait des pourcentages qui sont habituels dans le secteur. Après, après, c'est sûr qu'auteur d'un seul jeu, à part si vous faites le Monopoly, tu gagnes pas ta vie, Ouais, quoi. Moi, je suis c'est auteur ça. de... Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils vont gagner des sous en faisant un jeu, mais Ouais. tu laisses Moi, je plutôt suis une auteur. œuvre, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, ma vision des choses, c'est que on peut gagner de l'argent quand on est auteur. Par contre, il faut pas se dire que dès qu'on a signé un jeu, c'est bon, on a la belle vie, quoi, parce que c'est pas le cas. Par exemple, moi, j'ai signé 3 jeux, du coup. J'ai Tokyo Ghoul chez Bonne Panique en tant qu'auteur. Ben, ça a pas bien marché, du coup, j'ai eu de la chance d'avoir une bonne avance sur droit, qui fait que ça, en gros, j'ai eu mon avance sur droit m'a payé les droits, enfin, ce que j'ai gagné, c'est vraiment pas grand chose. Et derrière, après, j'ai signé Paris New Eden chez Matago. Là, j'ai pas eu d'avance sur droit et j'attends à voir parce que j'ai l'impression que le jeu se vend bien, mais j'ai pas de retour sur les ventes. Mais je vais pas gagner des 100, enfin, ça va pas être énorme ce que je vais gagner, hein. Et après, il y a C'est Octorage. mitigé en termes de vente, ça dépend vraiment des boutiques, j'ai l'impression, sur Paris New Eden. Hein, Ouais. Mais donc voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, non, c'est moins que Nidavellir. Après, l'idée, c'est que effectivement, enfin, il y a des succès, il y a des cartons, mais c'est un peu de la chance en fait aussi, hein. C'est sortir le jeu au bon moment, avec au bon moment avec les bons acteurs, et voilà quoi. Ouais. Donc, allez, on arrête un peu de parler de thunes. Donc, il y a Dany, super jeu. D'accord, super jeu. Donc, vas-y, résume un peu le jeu parce que. Dans Dany, en fait, les joueurs sont dans la tête de Dany. Ils sont soit. Il n'est pas tout seul dans sa tête, Dany. Ouais. Soit c'est une personnalité secondaire, soit on est le vrai Dany. Et les personnalités secondaires doivent discuter entre elles et communiquer correctement pour gagner la partie ensemble, alors que Dany doit les faire perdre en les faisant se tromper. Donc c'est un jeu de communication visuelle à rôle secret. Et voilà. Avec non, mais les illustrations sont importantes beaucoup parce qu'on peut modifier, derrière les dos des illustrations en fait représentent des flèches ou des choses comme ça très stylisées, et ce qui permettent en fait de pouvoir cacher une partie d'illustration et tout. Oui, c'est vraiment le concept du jeu repose là-dessus. Voilà. Le concept du jeu repose sur le fait de pouvoir créer des choses avec les cartes, en fait, parce que du coup c'est des cartes qui seront en noir et blanc, et ce qui est rigolo, c'est qu'elles ont plusieurs niveaux de lecture en fonction du sens où on les regarde, en fait. Oui. Donc des fois, en fait, même en expliquant les règles, enfin, je me rappelle j'avais fait des centaines de parties de test, et pourtant quand je expliquais les règles et quand je montrais que je voyais des gens jouer, en fonction de comment je voyais les cartes, je voyais des choses apparaître comme des bouts de visage, des choses que j'avais pas vues avant. Et en fait, vraiment, les gens voient des choses particulières sur les cartes et vont construire des choses avec en mettant en cachant une partie, etc. Et voilà. Ouais, et c'est le jeu qui est assez riche au niveau de ça, quoi. Ouais, c'est pour ça que changer les illustrations sur ce jeu-là, ça aurait été un peu dommage, quoi. Je suis bien d'accord. Du coup, après, donc, tu as fait Dany. Donc, Dany, voilà. De mon côté, j'ai l'impression que c'est un beau succès. Moi, c'est un jeu que j'aime bien vendre. Donc, régulièrement, c'est un jeu que je propose à mes clients. Donc, je pense que de ton côté, tu as dû en faire pas mal. Pour mes clients, pas mal. Enfin, ça fait combien chez toi? Tu en as produit combien des Dany? Dany, alors ouais, Dany c'est une bonne vente. Dany, on est parti sur un premier tirage de 5000. D'accord. Déjà, 5000 pour un premier tirage, c'est bel beaucoup, investissement. ouais, Bel investissement au départ. ouais. Au début, même si le jeu on y croyait, il n'y a pas de gens qui nous ont dit que c'était trop, qu'on était un petit éditeur, fallait qu'on fasse moins, etc. Mais on y croyait beaucoup, on se disait qu'au moins les 5000 ils allaient partir dans l'année. Et en fait, les 5000 sont partis du coup en 4 mois, je pense. En 3-4 mois, ouais, 4 mois, 5 mois, parce qu'en fait, du coup, on a eu un gros, ça a bien buzzé, du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que la difficulté de la chose, c'est que nous, on est personne, donc quand notre jeu arrive sur les étals, on n'a pas l'effet buzz que peut avoir une grosse locomotive comme des fois Matago ou Days of Wonder, qui ont annoncé un jeu, et puis du coup, les gens savent 3 mois avant qu'ils vont acheter le jeu quand il va sortir. Nous, c'était pas ça, on arrivait de nulle part. Donc, en fait, on a sorti le jeu en janvier, parce que c'est un moment qui est un peu creux, enfin, en février, 1er février, parce que c'est un moment qui est un peu creux. Et à partir de là, derrière, il y a eu un bouche-à-oreille qui s'est fait qui était assez intéressant. Et à Cannes, ça a vraiment explosé avec vraiment un gros bouche-à-oreille. Mais quand tu dis tu as sorti le jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu l'as vendu à BlackRock, tu l'as dit, il est parti. Non. En fait, Kickstarter, Ulule. Non, nous en fait, non, nous on passe par, on est un éditeur de filière classique, c'est-à-dire que on a un distributeur qui est BlackRock, on a un partenariat avec eux. Rencontre aussi, ça qui m'a permis de. Ouais, tout à fait. Johan et en fait, de bien. Pardon.
T'as vu Johan, c'est ça? Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, du coup, nos jeux, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on signe nos jeux, on les développe, on les montre à BlackRock. Avec BlackRock, on discute un peu du planning de sortie, quand est-ce qu'on voit le mieux pour le faire. Nous, on dit ce qu'on aimerait faire, eux, ils disent ce qu'ils peuvent faire en fonction du nombre de sorties qu'ils ont. Et en fonction de ça, après, derrière, ils envoient la com aux boutiques. Et nous, on envoie la com sur les réseaux sociaux. Et en fait, BlackRock fait le lien avec les boutiques surtout, pour qu'il y ait des commandes, etc. Donc, en fait, quand il est sorti directement en boutique, via BlackRock, qui l'a distribué aux boutiques. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était donc Dany. Ensuite, pour moi, il y en a deux qui rentrent un peu, c'est Octorage et Supercats. D'accord, qui sont un peu, quelque part, comme si tu avais voulu créer une ligne éditoriale avec ces deux jeux-là, quoi, qui sont un peu différents, qui sont un peu ils sont un peu différents entre eux, mais quelque part, c'est quelque part le même packaging avec... voilà, c'est une ligne éditoriale, on pourrait dire, une gamme. En fait, directement, quand on a créé la maison d'édition, on savait qu'on allait avoir des gammes, parce qu'en fait, on voulait vraiment montrer aux gens qu'on était un vrai éditeur, qu'on était... Enfin, c'est horrible de dire ça, pas un vrai éditeur, mais en tout cas qu'on avait une vraie volonté d'édition de jeu, peu importe le type de jeu. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas être juste éditeur de Dany, etc. Donc en fait, on avait déjà plusieurs gammes en tête. On avait une gamme de boîtes style Dany, où il n'y a que Dany pour l'instant, il n'y aura sûrement que Dany là-dedans. Il y avait une gamme mini, en fait, avec des mini-jeux pas très chers, faciles à jouer, jouables en famille avec les amis à l'apéro. Et après, une gamme plus grosse avec Nidavellir, parce que Nidavellir avait déjà été signé, en fait. Donc on avait déjà Nidavellir dans le carton. Donc le truc, c'est que on a eu l'opportunité, on voulait faire la gamme mini, mais on voulait pas la faire tout à fait aussi vite. Mais on a l'opportunité d'avoir eu Super Cats, en fait, qui a été proposé par des copains qu'on connaît, hein, Antoine, etc. C'est Antoine, Ludo, Corentin, Théo et Nico. C'est des gens qu'on connaît. Je savais que Super Cats, qui s'appelait à la base Sentai Cats, devait sortir chez Yellow, puis le projet avait été abandonné. Puis le projet, il vivotait un peu des fois entre 2-3 éditeurs, on savait pas trop ce qu'il devenait. Et en fait, à Essen 2018, Théo me dit, bah si tu veux, en fait, on l'a toujours, tu m'avais dit que tu voulais le faire un jour, bah je fais, bah, allez, vas-y, banco. Donc je quand même rejoué au jeu pour faire une réunion un peu carrée, qu'on fasse le truc. Puis le jeu, bah, il me plaisait toujours autant, du coup on s'est dit, bah ok, on le fait. Et comme c'est des copains, et on s'est dit, on va pas attendre 6 mois ou un an, enfin on va pas attendre un an pour le refaire, parce que déjà qu'ils ont attendu 4 ans pour qu'il soit édité, du coup on s'est dit, bah si on le fait vite, quoi. On le fait vite, on le sort assez rapidement pour que on le signe. Donc on l'a signé fin 2018, il est sorti juin 2019. D'accord, 6 mois c'est vite. 6 mois c'est très vite pour un jeu. Ouais, non mais t'avais les illustrations étaient déjà faites là ou pas? Non, justement, non, c'est pour ça que c'est très vite. Donc il a fallu trouver l'illustrateur déjà. L'illustrateur, on a la chance, c'est qu'à Essen, quand on joue, en fait, à la base, on avait rendez-vous avec Nayad pour lui montrer un autre jeu qu'on aurait souhaité, ses illustrations, etc. Et en fait, Théo arrive avec Super Cats, il reste pour jouer, il fait « Ah, c'est génial, ça, c'est un jeu que j'aimerais bien illustrer. » Alors, j'ai fait « Bah voilà, bah banco. » Et donc, c'est parti comme ça. Et donc, Nayad avait un trou dans son planning en début d'année 2019. Du coup, il a intégré Super Cats, il a pu nous faire des illustrations en début 2019 pour que le jeu puisse sortir en juin. D'accord. Super, en fait. Donc, Octorage arrive à peu près de la même façon ou c'est complètement différent? Octorage, c'est un jeu... Oh, excuse-moi, on a oublié de parler de Super Cats, on a oublié de dire ce que c'était que Super Cats. Ah, Super Cats. Donc, c'est un jeu de 3 à 6 joueurs. Les auteurs, c'est Antoine Boza, Ludovic Maublanc, Corentin Lebras, Nicolas Horry et Théo Rivière. C'est illustré par Nayad. Le principe du jeu, c'est que on dirige un groupe de 5 chats domestiques, et on est prévenu qu'il y a un robot dog qui va arriver sur Terre pour détruire nos usines de croquettes. Donc on doit savoir qui parmi nous a l'âme d'être un super-héros et va pouvoir l'affronter. Donc pour ça, il y a une phase d'entraînement, on va mettre notre poing en l'air, on va faire Super Cats, et au moment du Cats, on fait un chiffre entre 0 et 5. Tous les chiffres identiques vont s'annuler, et le chiffre le plus haut unique va l'emporter. Donc en fait, il faut regarder, mais si on gagne avec un 0, comme c'est super difficile, on transforme directement 2 de nos chats en super chats. Si on gagne avec un 1, on transforme un de nos chats en super chat, et la manche d'après, on peut jouer avec nos 2 mains. Il faut faire attention de ne pas faire le même chiffre, etc. Et donc si on gagne avec des 5, par contre, ça va avantager plus les autres, parce qu'on est obligé de faire un 2 à la manche d'après. Donc le jeu va se baser là-dessus sur, c'est une sorte de Shifumi un peu particulier. C'est un jeu de mise aussi, quelque part. Tu as l'air de bien aimer les jeux de mise. Hein. C'est un jeu de mise caché, un peu. Et donc, ça rappelle autre chose. C'est ça. Et donc en fait, ensuite, on va retourner. Le premier joueur qui a tous ces 5 chats retournés en super-héros devient l'héros de l'épisode 1 et va affronter donc dans l'épisode 2 le Robodog qui est j'ai le nom anglais dans la tête, qui est incarné par les autres joueurs. Ouais.
D'accord? Et donc là, cette fois, on dit Robodog, on fait un chiffre. Le super-héros doit faire un chiffre unique pour détruire les cartes du robot. Et le super-héros, le Robodog doit faire des chiffres identiques au Super Cat pour lui détruire, pour lui détransformer ses chats. Voilà. Ok. En gros, c'est ça. Et c'est très rigolo, ça Ouais, marche c'est très un bien. bon petit jeu d'apéro, tranquille. C'est ça. Voilà. Qu'il fout pas C'est trop le crétin, bordel. mais rigolo. Ouais, qu'il fout pas trop le bordel en fait. Il faut quand même un peu d'espace sur la table pour avoir construit le Robodog, C'est les ça. Super 4, mais c'est tout quoi. Ouais, Ça c'est ça. pourrait même se faire avec des sous-bocs, hein, des fois. Je Ah plaisante. oui, bah après, ouais, mais du coup, ouais. Donc, ensuite arrive Octorage. Donc, Et Octorage, ouais, Octorage, ouais. En fait, Octorage, du coup, c'est un jeu de Nicolas Normandon et de moi-même. C'est un jeu qu'on avait créé pour à la base une gamme mini d'un autre éditeur. On s'était dit tiens, ça peut aller dans cette gamme-là. Finalement, ça leur a pas plu parce que il y a pour plein de raisons en fait. Et nous, en fait, on avait ça dans nos cartons. On adorait le jeu. À chaque fois qu'il sortait, ça plaisait aux gens et on s'est dit que ça pouvait bien aller dans cette mini gamme parce qu'on avait le côté autant Super Cats, ça repose sur du Shifumi, autant Octorage reposait sur un côté de 8 américains, donc le fait de poser des cartes de valeur supérieure, etc. Et, sauf que nous, on avait ajouté le concept d'augmenter la rage du monstre, que quand on passe, le monstre attaque un joueur, etc. Et en fait, c'est plus du coup un jeu de pli ou de défaut, c'était plutôt un jeu de gestion de main avec du timing sur quand passer, quand pas passer, pour pas se faire attaquer, etc. Ou quand se faire attaquer à bon escient. Et donc c'est illustré par Bruno Tati, qui a fait un super boulot. Enfin, on est vraiment content nous du jeu. Donc voilà. c'est vrai que c'est un beau jeu. Les illustrations, c'est assez belle, ouais, c'est vrai. Mais après arrive le gros événement. Alors, Nidavellir, c'est sorti quand? C'était fin d'année dernière? C'était le 10 janvier 2020. Non, cette année, voilà. Cette année. Ouais. S'il a pas mal buzzé à Cannes, déjà. Et puis, je peux te dire qu'il s'est bien vendu. C'est un jeu qui s'est bien vendu, qui doit être en rupture, là, je crois, non? Il est en rupture. En fait, on est en rupture éditeur depuis la semaine après Cannes. En rupture distributeur depuis, donc il n'y a plus de boîtes en stock depuis la semaine après Cannes. Mais il y avait encore il y a des boîtes en boutique encore. Il me reste encore une. Ouais, c'est ça, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme le jeu a bien fait parler de lui à Cannes, les boutiques en ont fait, bien je l'ai pris, retrouvé dans mon stock. Je l'ai retrouvé dans mon c'est stock parfait, mardi. Je me dis, merde, putain, j'ai une... Voilà, donc je l'ai mise. mais du coup, ça va être bien parce que justement, enfin, le confinement est horrible économiquement pour plein de gens. Pour nous, c'est plutôt cool parce que c'est cool, c'est horrible de dire ça, mais Ça en vous fait, ce qui permet de permet, c'est qu'en refaire les fait, stocks. ça permet de refaire les stocks en fait parce que du coup, Nidavellir, normalement, il sera en rupture, vraiment rupture quasi complète avec quelques boutiques qui en ont encore. Mais là, ça veut dire que que le jeu va arriver fin mai, normalement, fin mai, début juin, la nouvelle. Et donc, ça permettra que les gens s'en rendent pas trop compte qu'il y a une rupture parce qu'il y a encore 2-3 boîtes en boutique qui sont là. T'en avais sorti combien des Nidavellir? On a fait un tirage de 5000 aussi. 5000 aussi sur Nidavellir, qui est un beaucoup plus gros jeu là. Mais comment ça se fait que Oui. t'as fait 5000 là? T'étais vraiment super confiant sur le jeu? T'as eu... Ouais. Pourquoi Ouais. 5000? On était ultra confiants. On savait qu'on allait le vendre. Enfin, on savait pas. Enfin, non, tu peux jamais savoir si tu vas vendre tes 5000 boîtes en 2 mois ou plus, mais on savait que. En fait, le créneau de sortie, donc en janvier, il n'y a pas d'autres gros jeux, il n'y avait pas d'autres jeux de ce calibre qui sortaient normalement, ou très. Enfin voilà. En fait, en mois de janvier, il y a très peu de sorties. Donc nous, on sort nos jeux en janvier. À chaque fois, on fait le même plan. On sort nos jeux en janvier. Comme ça, il y a un bouche à oreille qui se crée, et en fait, on arrive à Cannes au sommet du bouche à oreille avec le pic et l'explosion au niveau. T'es en train de donner tes recettes des cuisines là, hein, tu sais. C'est pas grave. On l'avait fait pour Dany, ça a très bien marché. On le fait pour Nidavellir, ça marche très bien aussi. Maintenant, on verra. Mais voilà, nous, c'est notre façon de faire. Et là, on est encore content, ça a bien marché. On était confiants sur le truc. On savait qu'on allait vendre nos 5000 boîtes dans. Enfin, on s'est dit, on va vendre nos 5000 boîtes dans l'année. Normalement. Ouais. Voilà. Et tranquillement, ça allait se faire. En fait, ce qu'il y a, c'est que, contrairement à Dany, on prend moins de risques au final, paradoxalement. Parce qu'en fait, c'est un jeu de Serge Lager. C'est illustré par Jean-Marie Minguez. C'est du gros jeu. Donc, en fait, il y a moins de chances qu'il passe à la trappe, en fait. Ah, il y a quand même pas mal de... Il y a beaucoup de gros jeux quand même. C'était quand même, moi je trouve que c'était un pari assez risqué quand même. Moi, je pense que le pari le plus risqué, c'est de sortir Dany en premier jeu. C'est vrai. Dany vraiment est un peu différent, mais il surfait un peu sur la vague, tu sais, des jeux, des party games entre moitié adultes et tout ça, donc qui faisait qu'il y en a... Ouais. C'était avant qu'il y ait tous les Motherfuckers ou autre chose qui sortent, qui sont pas du tout le même style de jeu, mais qui surfent un peu sur la même vague, en fait. Parce que nous, le problème, c'est que quand Dany sort, on est un éditeur inconnu, avec des auteurs inconnus, ça aurait pu passer complètement inaperçu, quoi. Ouais. Voilà. Nidavellir, est-ce que tu peux réexpliquer 2 secondes les règles, hein? On va voir qu'il y a
un rapprochement tout à l'heure, le jeu de mise. Nidavellir, l'idée c'est que donc on est des Elvalandes. Des Elvalandes, c'est des seigneurs nains. On est convoqué par le roi parce que Fafnir le dragon s'est réveillé et menace le royaume. Donc notre but c'est de recruter, de montrer au roi qu'on est capable de recruter la plus belle armée pour aller défendre le royaume. Donc pour ça, on va visiter des tavernes. Et donc il y a 2 âges dans la partie. Chaque âge, il y a 4 tours à 2 et 3 joueurs ou 3 tours à 4 et 5 joueurs. Et donc dans chaque taverne, il y a 3 tavernes à chaque fois. Dans 3 tavernes, on met autant de cartes que de joueurs. Chaque joueur a des pièces en main qui sont entre 0 et 5, il n'y a pas de 1. Et en fait, on met les pièces face cachée sur chaque taverne. Et une fois que tout le monde a fait ça, on révèle et on regarde qui a l'initiative. L'initiative, c'est le joueur qui a joué la plus grosse pièce. Donc plus grosse valeur, il prend en premier la carte, etc. Et si jamais il y a une égalité, c'est des gemmes qui ont été distribuées au hasard qui vont casser ces égalités et permettre de savoir qui joue en premier. En sachant que les joueurs qui ont été à égalité, après ils échangent leurs gemmes, donc ça fait que l'égalité sera tournant, enfin comment ça s'appelle, le tiebreaker sera tournant au fur et à mesure de la partie. Avec en plus l'histoire de coin building, en fait, quelque part, où ce que tu mises pas, en fait, tu le mets d'un autre côté pour avoir une pièce plus grosse pour la prochaine fois, quoi. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que le principe du jeu repose donc sur le coin building, comme tu as dit. C'est l'idée de construire sa main de pièces, comme on construit sa main de cartes, en fait. Quand on joue notre pièce 0, alors on est sûr quasi d'avoir le dernier choix, mais par contre, on va pouvoir transformer 2 pièces qu'on n'a pas utilisées ce tour-ci, les ajouter, et donc on ajoute ces 2 pièces, on jette la plus grosse valeur et on prend la nouvelle valeur au trésor royal. Donc ça permet d'avoir nos valeurs de pièces qui augmentent petit à petit, jusqu'à avoir une main qui permet de se décaler par rapport aux autres dans la mise, et donc d'avoir les pièces, les cartes qu'on veut Voilà, au moment. toute la subtilité, c'est d'avoir à la fois une bonne un bon sac de pièces et d'un autre côté d'avoir quand même acheté des cartes qui vont te permettre de scorer, quoi. Donc voilà, tout à fait, ouais. Il ne faut pas que construire sa main de pièces, il faut aussi acheter des cartes de temps en temps. Tout à fait. Ok, donc Nidavellir, gros succès, ça marche bien, il revient en mai avec des illustrations. On croise les doigts pour que ça continue, ouais. Justement, là, j'en venais sur le pari du reprint. Tu en as reprinté combien ? 5000. 5000 aussi. Et c'est là où j'ai déjà eu d'autres discussions avec différents éditeurs, où tu te dis quand même, un jeu, il y a une vague. Il y a une telle offre de jeu, c'est qu'il y a la vague du jeu, et puis forcément, enfin, des fois, ça retombe. Est-ce que là, le risque, comment tu vas faire pour relancer la machine, en fait ? Alors du coup, en fait, alors déjà, on continue à faire vivre le jeu. On va proposer des choses en fait sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux. Grâce à BlackRock, en fait, on va proposer encore des sortes de pubs, en fait, des choses, voilà. Mais ce qui va se passer surtout, c'est que là, quand il va réarriver en réassort, on va essayer de le reproposer aux boutiques, de remontrer que Nidavellir est encore là, etc. Et l'idée, c'est que le soufflet ne retombe pas jusqu'à que les boîtes arrivent, d'accord ? Donc après, nous, on n'a aucune expérience là-dedans, donc on écoute un peu les gens qui ont plus de maîtrise, d'expertise dans ce domaine. Et eux, ils nous disent qu'une rupture de 2 mois et demi sur un jeu qui a eu du succès, normalement, il va pas en pâtir, dans le sens où quand ça va revenir, les gens vont l'attendre encore un peu. Si c'est plus longtemps, des fois, ça peut être un peu difficile pour la reprise, parce que les gens l'ont déjà un peu oublié. Oui, la reprise est toujours un peu plus basse que n'a été la première vague. C'est comme un effet d'écrêtage des vagues à chaque fois, et donc c'est pour ça. Après, nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est que le bouche-oreille continue d'être bon et qu'on n'a que des bons retours encore. On n'a pas des gens qui commencent à casser le jeu, etc. C'est ça aussi l'intérêt, c'est que ça serait plus flippant si on a une bouche-oreille de fou avec plein de bonnes critiques et puis d'un seul coup, les gens commencent à faire baisser la note, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que là, le retour reste bon. Il n'y a pas de raison que ça baisse d'ailleurs, enfin, on est content que ça reste comme ça. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on a un tirage de 5000, mais avec une partie, enfin pas une partie, mais 1000 boîtes qui va partir au Canada. Et après, derrière, on a un gros tirage international parce qu'on a plein de pays qui sont intéressés par le jeu. Donc du coup, voilà, donc deuxième phase, tu pars à l'international là maintenant. Ouais. En fait, avec quel jeu En fait, on est parti avec tous les jours, on est à l'international. Ce qui se passe, c'est que parce qu'en fait, le mieux pour nous, ça va être en fait, ce qu'il y a, c'est quand on a créé notre boîte, on n'était personne, du coup, on n'avait pas de partenaire étranger, donc c'est compliqué. Donc en fait, on travaille avec BlackRock Export qui nous trouve des partenaires étrangers, etc. Donc là, pour l'instant, c'était un peu moche, mais c'était pas, enfin, au niveau du business plan, c'était pas fabuleux. C'est-à-dire qu'on sortait nos jeux en France, ils avaient du succès, heureusement pour nous. Et derrière, après, BlackRock Export le montrait à des partenaires étrangers. Les partenaires étrangers trouvaient les jeux bons et les prenaient. Donc, par exemple, c'est ce qui a été pour Dany, Super Cats, ou
où des Italiens, des Espagnols, des Japonais, des Américains se sont dit, ah, le jeu nous plaît, on va le faire, etc. Donc en fait, on a créé notre petit portefeuille de partenaires comme ça, d'accord. Ouais. Et là maintenant, on arrive au moment où, en fait, on a eu des mini-jeux avec Supercats, donc on a eu des partenaires pour notre gamme de mini-jeux. On a eu nos jeux un peu plus adultes avec Dany, donc on a des partenaires pour Dany. Et maintenant, on sort Nidavellir, qui est un jeu pour joueurs, et donc on a des partenaires pour des jeux pour joueurs. Et là, maintenant, on est bien parce qu'on a des gens qui nous connaissent dans le monde entier au niveau international, au niveau professionnel. Donc là, maintenant, en plus, on a pu prendre du temps pour développer de jeux. Donc en fait, par exemple, là, je suis en train de travailler actuellement sur la fin des jeux, de la création, et je finis les jeux de 2021, et je suis en même temps en train de développer les jeux de 2022. Ah, à ce point-là, vous êtes si en avance que ça, quoi. Et bah ouais, parce que comme ça, en fait, d'un seul coup, là, normalement, fin de l'année, on a fini une partie des jeux de 2022. Ça fait qu'on va pouvoir faire des jolis protos, les envoyer à nos partenaires, et eux, ils se diront, ok, c'est cool, on a déjà bossé avec Greux Games, nos jeux, les jeux, on les vend bien dans notre catalogue. Là, c'est leur nouveau jeu, ok, on les connaît, et ça se trouve, ils vont nous en prendre directement, et maintenant, on va pouvoir faire des tirages internationaux dès les premiers tirages, en fait. D'accord. Plutôt que de faire que 5000 Français, on pourra faire peut-être 20 000 internationaux. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire quelque part que, d'après ce que je comprends, là, Greux Games déjà a une bonne structure financière, déjà, elle est stable en France, déjà, et ce qui va vous permettre de faire les projets et de créer, de pouvoir... Parce que quand tu vas lancer 20 000, il va falloir investir quand même tes 20 000, tu vas les... Ouais, mais alors, le truc, c'est que quand on produit à l'international, en fait, avec des partenaires, s'ils ont pris une localisation, en fait, on se met d'accord sur un prix, ils nous donnent 50% déjà d'avance, ces 50% nous payent la prod, et après, ils nous donnent les autres 50% qui complètent. Et la marge, en fait, c'est le deuxième 50%. Le premier 50%, c'est juste pour la production, et voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, par exemple, sur Dany, on a vendu 10 000 boîtes de Dany en France, je crois, et 10 000 à l'étranger, 10 000 en international, donc on est à 20 000, je crois, à peu près. C'est des têtes, hein, il faut... Supercats, on a vendu 10 000 boîtes en France, à peu près, et là, on fait un tirage de 20 000 à l'étranger. Et Nidavellir, on a vendu les 5 000 boîtes, on a un tirage de 5 000, et du coup, on a encore des partenaires qui arrivent, là, donc on va peut-être faire un tirage de 15 000 pour l'étranger. Ouais. Et donc, du coup, tu étais en train de dire que tu étais en train de faire 2021, d'accord. Donc, ouais. Tu ne sors rien là jusqu'à la fin de l'année, on est d'accord? Peut-être un petit truc. Le 10 janvier. Normalement, c'est le 10 janvier que tu sors. Je comprends plus, quoi. En fait, non, mais on a plein de boulot. En fait, Nidavellir fonctionne bien, donc on est content. Donc peut-être que on n'avait pas d'extension vraiment prévue. Enfin, si, on avait des choses. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué parce que, ok, on avait bossé sur le jeu, on savait que ça allait plaire, on savait pas forcément qu'il allait avoir un succès énorme ou pas. Le truc, c'est qu'on savait qu'on allait vendre nos 5000 boîtes. Après, est-ce que ça va être un gros succès ou pas? Est-ce que ça va valoir le coup de faire une extension ou pas? On sait pas. Donc le jeu, nous, on a fait un jeu fini qui était nickel. On avait rien d'autre à rajouter. Là, les gens, ça a plu. Nous, du coup, on s'est dit, bah tiens, on va peut-être pouvoir créer quelque chose autour. Et on a trouvé un petit truc. Donc l'auteur Serge a trouvé un truc Serge Agé, qui est vraiment bien. Et donc, ça peut faire une belle petite extension. Donc, peut-être que si les ventes reprennent bien quand le jeu revient en juin, là, fin mai-juin, il y aura une petite extension qui sortira avant les fêtes pour redire hey, Yannick Davellir, c'est cool. Voilà. Et puis, pour faire plaisir aux gens avant les fêtes, ça pourrait être pas mal. Ouais. C'est la seule chose qui pourrait sortir, mais c'est pas sûr. Voilà. Enfin, et donc, 2021, gros jeu qui sortent ou alors... Non, 2021, on reste sur du tout petit jeu. En fait, ce qu'il y a, c'est que cette année-là, en mai-juin, il y a 2 nouveaux jeux qui sortent chez nous. C'est Connectim. Connectim, c'est une boîte... Connectim, on a une boîte en avant-première ici, là. Ah, vas-y, monte. De l'avant-première. Connectim. Ok. Connectim, c'est un jeu de Corentin Lebras et Jonathan Fabre-Godal. C'est un jeu dans lequel on va devoir créer des... En fait, c'est un jeu coopératif, donc c'est dans la gamme de Supercats. Donc, ça joue de 3 à 6 joueurs en un quart d'heure. Chaque joueur va avoir une main de cartes avec des mots dessus. Et en fait, on va créer des connexions en jouant nos cartes une après l'autre. Donc les joueurs vont jouer dans l'ensemble du tour en disant tiens, là je pose noir, ah bah moi je pose boisson, ah bah moi je pose chaud, etc. Et donc ça va créer des connexions de cartes autour de la table. Et en fait, une fois que tout le monde a joué toutes ces cartes, il y a une phase de validation où on va définir quelle connexion on veut faire avec notre binôme de gauche, en fait, avec le joueur cadeau à gauche. Et en fait, on va se connecter en touchant les doigts, on va faire 1, 2, 3, et on va dire le mot. Par exemple, si j'ai noir, boisson, chaud, je peux dire café, donc 1, 2, 3, café. Si on dit café tous les deux, on marque un point, on défausse la connexion. Si on a dit autre chose, la connexion est défaussée et on marque pas de point.
Et l'idée, c'est qu'en fait, ça va créer un peu un système de... L'idée, c'est d'avoir une seule équipe qui est tellement dans la même idée qu'on crée un seul esprit, en fait. Et après, il y a une échelle un peu à la Hanabi où on va rapporter nos points de victoire sur l'échelle et ça nous dit si on est super connecté, si on a encore du travail à faire, etc. Ok. Donc ça, c'est connectible dedans. Et en fait, donc c'est le jeu de base, mais après, il y a un mode mission, il y a un mode challenge, il y a plein de choses pour pouvoir jouer en équipe. Il y a un mode jeune. Alors, c'est un jeu pour tous les âges, ça, celui-là. C'est un jeu pour tous les âges, ouais. D'accord. En fait, tous les mots sont vraiment grand public. On peut y jouer. Nous, on aime bien à partir de 8 ans, parce que vraiment, tout le monde peut y jouer et ça se passe bien. C'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes connexions à 8 ans qu'à 18 ans, quoi, c'est sûr. En fait, nous, on aime bien faire ce genre de jeu. En fait, on aime bien faire ce genre de jeu où Connect Team, si on peut y jouer vraiment de façon très familiale, mais en même temps, ça peut prendre vraiment une tournure très adulte avec un peu trash si vous jouez avec des copains qui ont envie de jouer trash, en fait. D'accord, ça me fait penser un peu à Dixit quand même. Tu vois, c'est un partage d'idées en fait, c'est pas mal, ouais. C'est assez intéressant comme truc. En le pitchant, je me suis rendu compte la dernière fois que ça ressemblait aussi à Dany, parce qu'en fait, Dany, on va créer des choses avec des cartes illustrées, alors que là, on va créer quelque chose avec des mots qui sont une définition au final. Donc c'est vrai que c'est assez proche au final de ce que peut proposer Dany, mais ça, sur le coup, on s'est pas vraiment rendu compte de ça. Mais dans l'esprit, dans l'aspect un peu posé, l'idée qu'on est ensemble. Mais cette fois, en fait, il n'y a pas de traître, on est vraiment ensemble, on doit jouer ensemble, on doit arriver à. Et ça crée vraiment quelque chose de sympa, le jeu. Vraiment, moi, on y croit beaucoup parce que. Oui, il a l'air sympa. Il a l'air sympa. Il a l'air vraiment sympa. Et l'autre chose, c'est la boîte anglaise, c'est Dany's Goes to Hollywood, c'est Dany's fait des films en français. Et cette fois, c'est Dany. T'aurais dû dire Dany le mytho, quoi. Là. C'est Dany, et en fait, sauf que c'est avec des titres de films et donc des nouvelles illustrations, donc 30 nouvelles illustrations. La boîte, elle est un peu plus petite que le Dany de base, justement, parce qu'elle propose que 30 illustrations au lieu de 60. Il y a toujours des cartes mots. Les cartes mots, c'est des titres de films, un peu pop culture, etc. Et il y a donc tout est dans la boîte, ça vous permet de jouer. Vous achetez cette boîte-là, vous pouvez jouer à Dany, vous avez les cartes rôles, vous avez tout. Mais si vous voulez vraiment des parties, modifier aux parties, vous pouvez rajouter les cartes du deck de Dany dedans, etc. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un nouveau personnage qui s'appelle la raison de Dany, qui va être une alliée de Dany, en fait. Donc Dany, maintenant, il a quelqu'un d'autre pour l'aider. Et il sait pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui va essayer de... T'es en train de transformer Dany en bang, là. L'idée, c'était de proposer une nouvelle façon de jouer. Donc, non, mais c'est super. Vraiment super. En tout cas, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, parce que moi, j'ai vraiment apprécié de ce moment-là. Parce que déjà, tu as parlé vraiment sans rien cacher du métier d'éditeur qui n'a pas l'air si facile que ça, mais tu as l'air de t'éclater. Et est-ce que tu t'envisages dans un temps futur de pouvoir en vivre quand même ? C'est bien parti ou tu fais attention ? Non, c'est bien parti. Le truc, c'est que là, actuellement, même si on a fait une bonne première année, par exemple, on peut pas tirer de salaire. Alors, on a vu avec notre comptable, etc. Il a dit là, je veux dire, à part le petit salaire à partir d'août, je veux dire, mais on pourra pas tirer de vrai salaire. Voilà, c'est vraiment minime ce qu'on va faire. Alors que vous avez fait quand même, quand tu regardes, au moins 30 000 boîtes de jeux, quoi, presque. À peu de choses près, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est là où il faut se rendre compte aussi que le métier du jeu, en fait, ça rapporte pas grand-chose. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, en plus, il faut qu'on ait de la trésorerie, il faut qu'il y ait un roulement qui se mette en place dans la trésorerie. Il faut réinvestir, C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir des reins. Ouais, en fait, là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois, on a réinvesti le total de notre trésorerie dans les jeux qu'on faisait à chaque fois, limite. On faisait des all-in à chaque fois. Là, on va commencer à se dire, OK, maintenant, on va pouvoir dire que cette partie de trésorerie, on la met dans les jeux, et l'autre, on la met de côté, et donc, ça peut partir en salaire, etc. Donc, c'est vraiment cette année, on va pouvoir arriver, si on continue comme ça, et avoir des jeux qui se vendent, à faire ça. Après, je pense on est content de ce qu'on fait, mais on reste vraiment fragile. C'est-à-dire que si jamais on a un jeu comme Nidavellir qui se vend pas, par exemple, on sort un jeu qui nous a nécessité une trésorerie énorme comme Nidavellir et que ça se vend pas, bah là, ça nous mettrait en danger, je pense. En fait, on n'est pas sorti on est bien, mais on n'est pas sorti du danger de se prendre un gros four et un arrêt complet, quoi. C'est vrai. Bon, en tout cas, je suis super content. Je te remercie beaucoup. Et donc, merci à toi. Tes jeux sont chez Tophopolis, à la boutique à Poissy. D'accord. Voilà, c'était pour te le dire. Je suis content vraiment que tu aies accepté de parler un peu à ces personnes qui sont confinées à l'heure actuelle. Je te remercie beaucoup, Florian. Pardon. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois. À la prochaine, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.